Elle est venue pour tracer une ligne de fer sur des terres sacrées. Mais un guerrier apache l'a capturée, et au lieu de la tuer, il a décidé de la briser. Ce qu'elle allait découvrir allait bouleverser sa vision du monde et changer sa vie à jamais. Mais alors que leur lien grandissait, les soldats français sont arrivés, armes à la main. Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment une prisonnière est devenue libre, et comment l'amour peut naître même au cœur de la destruction. Le vent chaud balayait les herbes hautes quand Éléonore Deschamps descendit de son cheval. Fille unique d'un puissant industriel parisien, elle portait une veste beige poussiéreuse et tenait fermement un sac en cuir rempli de cartes ferroviaires. Elle croyait savoir où elle allait. Elle croyait contrôler la situation. Son objectif était simple, repérer les terres les plus sûres pour prolonger la ligne de train vers le sud. Son père voulait ce territoire, peu importe s'il appartenait à un peuple ancien. Pour lui, la terre était un chiffre. Pour elle, c'était un devoir. Elle voulait prouver qu'elle était capable, même seule, même au cœur d'un territoire qu'on lui avait dit interdit. Mais Éléonore ne savait pas que plusieurs yeux la suivaient depuis 2 jours. Elle marchait entre les rochers, concentrée sur sa boussole, quand le silence se brisa. Un hennissement bref, un froissement de feuilles, puis des ombres surgirent comme des esprits de la terre. 3 hommes, hauts, puissants, le torse nu ou couvert de cuir ancien, s'approchèrent à cheval. Leur visage était peint de symboles mystérieux. Leur regard était fixe, sans peur. L'un d'eux descendit lentement. Il était plus grand, plus calme, et pourtant plus dangereux. Ses cheveux noirs étaient attachés avec une corde de cuir. Il portait une ceinture tressée et des brassards décorés de perles sombres. Il n'avait pas besoin de parler. Sa présence seule imposait le silence. Éléonore recula, mais elle ne cria pas. Elle serra son sac contre elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle avec une voix qu'elle voulait forte. L'homme ne répondit pas. Il s'approcha, saisit le sac d'un geste rapide, l'ouvrit, et laissa tomber les cartes sur le sol sec. Il les observa un instant, puis leva les yeux vers elle. « Tu es venu avec des mensonges, dit-il lentement, dans un français marqué mais clair. Tu veux tracer une ligne de fer à travers la terre de mes ancêtres. Tu ne respectes rien. Ce sont des documents officiels, répondit Éléonore, tremblante. Mon père a payé pour ces terres. Ici, l'argent ne commande rien. Ici, c'est la terre qui décide. Et moi, je parle pour elle. Il fit un signe de la main. 2 autres hommes la saisirent. Elle résista, mais leurs bras étaient comme du fer. On la força à marcher. Le chef, celui qui parlait, se tourna une dernière fois vers elle. Tu ne le sais pas encore, dit-il d'une voix basse, mais aujourd'hui, c'est ta vraie vie qui commence. Le trajet jusqu'au camp fut long et silencieux. Éléonore avançait au milieu des cavaliers, les poignets attachés par une corde rugueuse qui marquait sa peau. La chaleur du désert vibrait autour d'eux, l'air sentait le cuir, la poussière et le feu de bois lointain. Elle gardait la tête haute, même si chaque pas faisait trembler son courage. Quand ils franchirent l'entrée du village, elle retint son souffle. Devant elle s'étendait un vaste cercle de tentes en peau claire, peintes de motifs rouges et noirs. Des femmes cuisinaient près des foyers, des enfants couraient pieds nus, des anciens priaient en silence. Rien ne ressemblait à ce que les journaux européens décrivaient comme des sauvages dangereux. C'était une communauté organisée, vivante, fière. Mais tout s'arrêta dès que les cavaliers approchèrent. Les conversations cessèrent. Les enfants furent ramenés vers les mères. Tous fixaient Éléonore avec méfiance. Le chef du groupe s'avança vers la plus grande tente, décorée de plumes vertes et d'ossements polis. C'était Tahu, l'homme qui l'avait capturé. Sa démarche était lente, assurée, pleine d'une force tranquille qui troublait Éléonore malgré elle. Un homme plus âgé sortit de la tente. Son visage était creusé de rides profondes, ses cheveux gris tressés avec soin. Il s'appelait Onsi, chef du clan. Ses yeux sombres étudiaient Éléonore comme si son âme entière était ouverte devant lui. « Pourquoi es-tu venu ici » demanda-t-il, avec une voix grave et calme. Éléonore hésita, puis répondit avec sincérité. « Je suis venu pour étudier le terrain. Je suis envoyé par mon père. Je ne voulais pas nuire. » Onsi resta silencieux longtemps. Trop longtemps. Puis il tourna la tête vers Tahu. « Que suggères-tu pour elle » Les murmures parcoururent le camp. Certains voulaient justice rapide. D'autres demandaient clémence. Éléonore sentit le poids de plusieurs destins sur ses épaules. Tahu avança d'un pas, son regard fixé dans le sien comme une lame invisible. « Je demande le droit de justice personnelle, déclara-t-il. Pas pour la tuer. Pour la briser. Pour lui faire comprendre ce qu'elle est venue voler. » Un frisson glacial traversa Éléonore. Onsi l'observa encore, puis hocha la tête lentement. « Alors elle sera sous ta garde. Tu porteras son destin comme tu portes ton nom. » Tahu posa une main sur son épaule, ferme, irréversible. « Ta vie m'appartient désormais. Et ton esprit, je vais le transformer. » Éléonore sentit pour la première fois la peur véritable. Et pourtant, au fond d'elle,
Une voix murmurait que rien ne serait jamais plus pareil. Chaque matin, Éléonore se réveillait au son du feu qui craquait doucement près de sa tente. La toile de peau filtrait la lumière dorée du soleil. Elle dormait sur une couche faite de peaux d'animaux, dans un silence profond que Paris ne lui avait jamais offert. Depuis son arrivée, Tahu l'avait placée sous sa responsabilité directe. Elle ne portait plus sa robe de voyage. On lui avait donné une tunique en cuir souple, cousu main, et des sandales tressées. Ses cheveux étaient souvent attachés à la hâte, son visage portait encore les marques d'un monde qu'elle commençait à laisser derrière. Chaque jour suivait un rythme précis. Au lever du soleil, Tahu venait la chercher. Il ne parlait jamais sans but. Son regard disait plus que ses mots. Il l'emmenait apprendre comment couper le bois, comment purifier l'eau, comment reconnaître les plantes qui soignent ou celles qui tuent. Un matin, ils s'agenouillèrent près d'un ruisseau limpide. Tahu lui montra une plante basse aux fleurs violettes. Celle-ci soigne les douleurs du ventre. Mais ses feuilles peuvent aussi brûler si on les utilise mal. Tu dois apprendre à écouter la plante avant de la toucher. Éléonore hocha la tête, concentrée. Elle notait tout dans un petit carnet caché dans ses affaires, comme pour garder une trace de ce monde qu'elle ne comprenait pas encore. Les enfants du camp la regardaient souvent avec curiosité. Certains l'approchaient timidement, touchaient ses cheveux clairs, riaient quand elle tentait de répéter quelques mots apaches. Une vieille femme lui montra comment tanner une peau de cerf. Une autre lui apprit à tresser des cordes avec des fibres naturelles. Mais malgré cette nouvelle vie, Éléonore résistait intérieurement. La nuit, elle rêvait encore des grands salons parisiens, des robes en soie, de son père au regard dur mais protecteur. Elle se demandait, était-elle prisonnière ou élève? Était-elle punie ou guidée? Tahu semblait sentir ce combat intérieur. Un soir, il s'assit près du feu, à côté d'elle, en silence. Après un long moment, il dit « Tu apprends vite. Mais ton cœur regarde encore vers l'est. Tant que tu ne tournes pas les yeux vers ici, tu ne comprendras rien. » Il se leva sans attendre de réponse. Éléonore resta seule, les yeux perdus dans les flammes. Elle comprenait une chose, ce monde ne voulait pas la conquérir. Il voulait la transformer. Et cette idée lui faisait plus peur que toutes les chaînes. Le soleil descendait lentement derrière les collines. Le ciel prenait une teinte rouge dorée, et le vent portait l'odeur du feu de bois et des herbes sauvages. Éléonore s'assit près du cercle sacré, là où Tahu préparait un outil de chasse en silence. La journée avait été longue. Elle avait aidé à fumer de la viande, appris à réparer une couverture trouée, et observé un ancien danser autour du feu avec des gestes lents et précis. Mais ce soir-là, quelque chose pesait dans l'air. Tahu brisa le silence en posant l'arme inachevée à côté de lui. « Pourquoi es-tu vraiment venue ici, Éléonore ?» Elle leva les yeux. Son regard était fatigué, mais honnête. « Pour mon père. Pour comprendre la terre. Pour aider à faire passer le train. » Tahu secoua lentement la tête. « Non. Tu es venu pour prendre. » Il parla doucement, mais chaque mot entrait comme une flèche. « Ton peuple mesure la valeur d'un lieu en pièces d'or. Nous la mesurons en souvenirs, en chants, en promesses anciennes. La terre n'est pas un objet. Elle est une mère. Une sœur. Un esprit vivant. » Éléonore fronça les sourcils. « Et pourtant, vous chassez. Vous coupez du bois. Vous mangez les bêtes. » Tahu hocha la tête. « Oui. Mais jamais sans remercier. Jamais sans équilibre. Nous ne prenons que ce qui est offert. Vous, vous creusez, vous brûlez, vous bâtissez sans demander. » Il montra le sol de la main. « Ce sol porte encore les pas de mes ancêtres. Chaque arbre a une mémoire. Chaque rivière chante une histoire. Vous ne les entendez pas. Vous ne voulez pas écouter. » Éléonore resta silencieuse un moment. Elle pensait aux grandes avenues de Paris, aux bâtiments gris, à l'air pollué et aux enfants pauvres qui dormaient sous les ponts. Elle pensa aussi aux livres, à la musique, aux écoles. À tout ce que sa culture avait apporté de bon. « Tout n'est pas mauvais, dit-elle doucement. Il y a aussi de la beauté chez nous. Des idées. Des rêves. » Tahu la regarda avec attention. « Je ne dis pas que vous êtes tous mauvais. Je dis que vous avez oublié comment écouter. Comment respecter. » Un silence long les entoura. Le feu dansait entre eux. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Est-ce que tu crois que je peux comprendre ? » « Tu peux, répondit-il. Mais il faut que tu cesses de vouloir tout expliquer. Ici, il faut d'abord ressentir. » Éléonore sentit quelque chose bouger en elle. Pas de la peur. Pas du rejet. Mais un début de respect. Une envie sincère de comprendre. Et pour la première fois, elle se demanda si elle avait vraiment choisi le bon camp jusque-là. Le matin s'annonçait paisible. Un fin brouillard glissait au-dessus du sol. Les premières voix s'élevaient autour des foyers. Les femmes préparaient les herbes, les enfants se frottaient les yeux. Éléonore sortait à peine de sa tente quand un cri perça l'air. Chevaux? Des chevaux rapides. Le sol vibrait. Des sabots frappaient la terre avec violence. Puis vinrent les détonations. 1, 2, 3, puis des dizaines.
Les oiseaux s'envolèrent, les enfants hurlèrent. Les soldats arrivaient. Des uniformes clairs. Des armes brillantes. Des cris dans une langue que tout le monde ici connaissait trop bien, le français. Ils ne venaient pas parler. Ils venaient détruire. Éléonore resta figée. Des tentes prenaient feu. Des femmes couraient, portant des enfants. Des anciens s'effondraient sous les balles. Ce n'était pas un sauvetage. C'était une exécution. Tahut surgit du chaos. Il tenait une lance dans une main, une petite hache dans l'autre. Son torse nu portait des traces de cendres et de peinture. Il criait des ordres, essayait de repousser les soldats. Son regard croisa celui d'Éléonore. « Tu dois fuir. » Mais elle ne bougea pas. Un officier aperçut Éléonore. Il hurla, « Là, la femme blanche. Attrapez-la. » Tahut courut vers elle. Au même instant, une lame frappa son dos. Un sabre. Brutal, rapide. Il tomba à genoux, le souffle coupé. « Tahut !» hurla Éléonore. Elle se jeta à ses côtés. Ses mains tremblaient. Elle appuya sur la plaie qui saignait abondamment. Le sang chaud se répandait sous ses doigts. Le regard de Tahut était trouble, mais il restait conscient. Un soldat s'approcha, l'arme levée. « Éloignez-vous, mademoiselle. Ce sauvage doit mourir. »« Non, » répondit-elle avec force. « Vous ne toucherez pas à lui. » Le sabre resta suspendu dans l'air. « Il m'a protégé. Il m'a appris à survivre. Vous êtes ceux qui massacrent des innocents. Pas lui. » L'officier hésita. « Votre père veut votre retour. Vous serez soigné. Lui n'est rien. » Éléonore se redressa, les yeux remplis de larmes. « Si vous voulez me sauver, alors sauvez-le. » Derrière eux, le village brûlait. Les chants, les rires, les souvenirs, tout disparaissait dans la fumée. Mais au milieu de la terreur, Éléonore choisissait son camp. Et ce choix allait tout changer. Les bras d'Éléonore enlaçaient toujours le corps blessé de Tahut lorsque deux soldats la saisirent violemment. L'un l'attrapa par les épaules, l'autre par la taille. Elle cria, se débattit, mais leurs mains étaient fermes, brutales. On la tira loin de lui. « Laissez-moi » hurla-t-elle. « Il est blessé. Il va mourir. » Mais personne ne répondit. Elle regarda en arrière une dernière fois. Tahut était allongé sur le sol, les yeux mi-clos, son torse souillé de sang. Son souffle était faible. Son regard restait fixé sur elle. « Vis, Éléonore » murmura-t-il sans force. « Choisis ta voie. » Puis il disparut derrière un mur de corps et de poussière. Le voyage de retour fut long, silencieux. On lui donna une couverture et un peu d'eau. Aucun soldat ne lui adressa la parole, sauf l'officier, qui déclara fièrement. « Votre père sera soulagé. Vous êtes enfin en sécurité. » Sécurité. Le mot sonnait faux. Tout ce qu'elle avait vu en sécurité avait été brûlé, piétiné, tué. À Paris, elle fut accueillie comme une survivante. Son père pleura devant la presse. Des médecins l'auscultèrent. On lui posa 1000 questions. Avez-vous été blessé? Avez-vous été retenu de force? Vous souvenez-vous de ce que ces sauvages vous ont fait? Elle baissa la tête. Elle joua le rôle. Je ne veux pas en parler, murmurait-elle. Je veux juste oublier. Personne ne lui demandait ce qu'elle pensait vraiment. Tout était déjà décidé, elle était une victime. Elle avait été trompée, manipulée. Et surtout, elle allait se taire. Mais Éléonore ne voulait pas oublier. La nuit, elle restait éveillée dans son lit, les yeux ouverts sur le plafond blanc. Elle pensait à la rivière, au champ, à la main de Tahut sur son épaule. Elle se revoyait apprendre à broyer des racines, à écouter le vent, à ressentir la terre. Elle ne pleurait pas. Pas devant les autres. Mais son cœur saignait pour un monde qu'ils avaient détruit, au nom du progrès. Alors, en silence, elle commença à se préparer. Elle vendit discrètement des bijoux. Elle acheta des vêtements d'homme. Elle récupéra de l'argent liquide. Elle fit des plans. Elle ne savait pas s'il vivait encore. Mais elle savait une chose avec certitude. Elle devait retourner là-bas. 3 lunes s'étaient écoulées depuis l'attaque. 3 mois de silence, de regards pleins de pitié, de paroles creuses. Dans la grande maison familiale à Paris, Éléonore marchait comme une ombre. Elle souriait quand on lui parlait, hochait la tête pendant les dîners, mais son esprit était ailleurs. Chaque nuit, elle rêvait de la vallée. Chaque matin, son cœur battait plus fort à l'idée de fuir. Et un jour, elle partit. À l'aube, elle laissa une lettre sur le bureau de son père. Elle emporta un sac de cuir, quelques vêtements simples, un carnet et une vieille carte. Habillée en homme, les cheveux attachés sous une capuche, elle prit un train vers l'est. Puis un autre. Puis elle termina le voyage à cheval, seule. Le vent des plaines la salua comme une ancienne amie. Les souvenirs revenaient à chaque pas, les herbes hautes, le chant des corbeaux, la forme des collines. Son cœur lui montrait le chemin. Elle ne savait pas s'il était vivant. Elle ne savait pas s'il l'attendait. Mais elle avançait. Le camp n'existait plus.
Il n'en restait que des cendres, des traces noires sur la terre, et quelques os blancs mêlés à la poussière. Éléonore mit pied à terre. Elle s'agenouilla, posa une main sur le sol, ferma les yeux. « Je suis revenue, murmura-t-elle. Puis elle se releva, et partit vers l'endroit où elle savait qu'il pourrait être. Le canyon sacré. Un lieu caché entre les pierres rouges. Un sanctuaire dont Tahu lui avait parlé avec respect. Là-bas, il lui avait montré les dessins anciens, les mains peintes sur les murs, les symboles du passé. Un lieu de mémoire. Elle y arriva au crépuscule. Le vent soufflait entre les falaises. Et au centre, près d'un feu faible, elle le vit. Tahu. Il était vivant. Assis, les cheveux longs tombant sur ses épaules, le dos voûté. Il plaçait de petits objets sur la terre, comme s'il parlait aux morts. Des pierres, des plumes, des morceaux d'os nettoyés. Il ne l'avait pas vu encore. Tahu, dit-elle doucement. Il se retourna d'un coup. Ses yeux s'ouvrirent grands. Son souffle se coupa. Pendant un instant, ils ne bougèrent pas. Le temps s'arrêta. « Tu es revenu, souffla-t-il. Elle s'approcha lentement. Il n'avait plus l'armure du guerrier. Il n'avait plus de village. Mais il avait gardé sa dignité. « Je t'ai promis que je reviendrais, répondit-elle. Et elle tenait parole. Le feu crépitait faiblement entre eux. La nuit tombait, douce et silencieuse, comme si même le vent retenait son souffle. Tahu ne disait rien. Il regardait Éléonore comme on regarde un fantôme, un souvenir revenu d'un autre monde. « Pourquoi es-tu venu ici ?» demanda-t-il enfin, d'une voix rauque. Éléonore s'agenouilla en face de lui. Elle retira lentement sa capuche. Son visage était marqué par le voyage, fatigué mais calme. « Parce que je n'ai plus ma place là-bas, dit-elle. J'ai tout quitté. Ma maison. Ma famille. Mon nom. Je ne veux plus vivre dans un monde qui détruit ce qu'il ne comprend pas. » Tahu détourna le regard. Son visage était dur, tendu. « Tu ne comprends pas. Il ne reste rien ici. Pas de tente. Pas de tribu. Pas d'avenir. Tu veux vivre avec un homme seul, brisé, sans racines ? Ce n'est pas ce que je vois, répondit-elle doucement. Je vois un homme vivant. Un homme qui m'a montré une autre vérité. Tu n'as peut-être plus de village, mais tu es toujours Tahu. Il serra les poings. Son dos portait encore la douleur de sa blessure. Son cœur, lui, portait bien pire. Tu viens d'un monde de lumière, Éléonore. Moi, je suis fait d'ombre. Je ne peux rien t'offrir. Tu as déjà tout donné, dit-elle. Tu m'as protégé. Tu m'as appris à écouter. Tu m'as brisé, oui, mais c'est dans cette rupture que j'ai trouvé qui je suis vraiment. Elle tendit la main. Ouverte. Paisible. Je ne veux pas de richesse. Je ne veux pas de statut. Je veux marcher à tes côtés. Reconstruire. Même si c'est lent. Même si c'est difficile. Même si personne ne comprend. Tahu resta immobile. Puis, lentement, il posa sa main dans la sienne. Ses yeux s'étaient remplis d'eau. Il ne les baissa pas. « Tu es folle, murmura-t-il. Elle sourit. « Peut-être. Mais je suis libre. Et je t'ai choisi. » Le silence entre eux n'était plus un mur. Il était un pont. Et sur ce pont fragile, une nouvelle vie commençait à naître. Les jours passaient lentement, rythmés par le soleil, la pluie, le feu du soir. Il n'y avait plus d'horloge, plus de rendez-vous, plus de regards hostiles. Il n'y avait que deux. Éléonore et Tahu. Ils avaient planté une petite tente de fortune au pied du canyon. Près d'un ruisseau clair et d'un vieux rocher rouge, sculpté par le temps. L'endroit n'appartenait à personne, et c'est pour cela qu'il leur appartenait vraiment. Tahu reconstruisait son corps, jour après jour. Sa blessure mettait du temps à guérir. Il boitait parfois, mais refusait de se plaindre. Il reprenait doucement ses gestes d'avant, couper du bois, poser des pièges, chercher des racines. Éléonore continuait d'apprendre. Elle ne demandait plus pourquoi, à chaque geste. Elle écoutait. Elle observait. Elle imitait. Elle savait maintenant reconnaître les signes d'un ciel en colère. Elle savait où poser ses pieds pour ne pas effrayer les bêtes. Elle savait préparer une soupe simple avec 3 plantes et un peu d'eau chaude. Et elle savait surtout regarder Tahu. Il ne lui parlait pas souvent de ce qu'il ressentait. Mais elle voyait tout dans ses gestes. Quand il lui offrait un bol fumant sans rien dire. Quand il réparait sa tunique pendant qu'elle dormait. Quand il déposait une plume sèche sur sa couche, pour chasser les mauvais rêves. Une nuit, alors que la pluie tombait doucement sur la toile de la tente, Éléonore ouvrit les yeux. Elle sentit la présence de Tahu, tout près. Son souffle régulier, son calme. Elle se tourna vers lui. « Tu dors » chuchota-t-elle. Il ouvrit les yeux. « Non. Tu penses à eux ? À ceux que nous avons perdus » Tahu resta silencieux un moment, puis répondit. « Oui. Mais je pense aussi à toi. À ce que je n'ai pas perdu. » Elle tendit la main, effleura son bras. Sa peau était chaude, vivante. Forte. « Je suis là, dit-elle simplement.
Il tourna la tête vers elle. Ses yeux n'étaient plus pleins de colère. Ils étaient doux. Fatigués, mais ouverts. Il approcha lentement son front du sien. Ils restèrent ainsi, longtemps, sans parler. Et dans ce silence, il y avait plus d'amour que dans 1000 promesses. La vallée s'ouvrait comme une large main offerte au ciel. L'herbe y poussait libre, haute, bercée par le vent doux. Quelques arbres solitaires y dessinaient de l'ombre, et au centre, un abri en bois, construit à 4 mains. Simple. Stable. Sincère. Éléonore y vivait avec Thahu. Il ne comptait plus les jours. Il n'y avait ni montre, ni calendrier, seulement les saisons et la mémoire. Le monde autour d'eux continuait à changer. Des routes naissaient loin au nord. Les hommes de la ville parlaient d'avancées, de progrès, de nouveaux départs. Mais ici, tout était silence et vérité. Éléonore ne ressemblait plus à l'héritière pressée d'autrefois. Son visage était marqué par le vent, mais plus lumineux. Ses gestes étaient précis, calmes. Elle ne fuyait plus. Elle ne prouvait plus rien. Elle vivait. Thahu ne portait plus la peinture de guerre. Ses pas étaient plus lents, mais son regard était clair. Il riait à nouveau, parfois, dans de rares éclats discrets. Il n'était plus un chef sans peuple. Il était un homme libre. Entier. Aimé. Un matin, ils s'assirent ensemble près du feu, comme ils le faisaient souvent. « Regarde, dit Thahu, là-bas, les oiseaux reviennent. » Éléonore leva les yeux. 3 oiseaux noirs dessinaient un cercle dans le ciel. « Tu crois qu'ils nous voient » demanda-t-elle. « Je crois qu'ils savent, répondit-il. Que cette terre n'a pas été trahie. Pas cette fois. » Elle posa sa tête contre son épaule. Ils restèrent là, à écouter la vie autour d'eux. Le craquement du bois, le souffle du vent, le chant lointain d'un ruisseau. Ils n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre. Le passé avait été brûlé. Mais de ces cendres, ils avaient fait quelque chose de plus fort, une promesse. Une promesse de rester debout. Ensemble. Si cette histoire t'a touché, laisse un cœur en commentaire et dis-nous, jusqu'où irais-tu, toi, pour comprendre l'autre ? Abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines histoires vraies, puissantes et humaines. Et si tu crois que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes, partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit l'entendre.